Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Et j'achève sur un DVD de la TNA de l'année 2010 que j'ai absolument complet. Désormais, j'ai pas d'autres TNA car il faudrait que j'essaie de mener mon enquête pour trouver ce que je n'ai pas. Et aussi les deux en CMLL qui me manquent. Et un DVD spécial catcheur également. Après en 2009, il me manque Genesis et Slammiversary, mais ça vous le saviez déjà. En 2011, il m'en manque pas mal. Il me manque Against All Odds avec un Victory Road de 2011 également. Un Sacrifice avec un Slammiversary et un Lockdown pour terminer. Même si vous allez peut-être dire même les DVD de TNA qui ne sont pas édités par Planet Catch. Bref, ça, on va dire, on sait jamais, mais peut-être. Ou peut-être jamais, quoi. Mais bon, sans trop tarder, je vous passe directement au DVD. Voilà, Sacrifice 2010, que personnellement, il m'a donné du fil à retordre à le trouver. Car je vous le cache pas, il m'a beaucoup, mais beaucoup donné du fil à retordre. Et pourtant, miraculeusement, je l'ai trouvé. Et peut-être que je vous invite aussi à essayer de trouver, si vous le trouvez en premier avant moi. Bref, voilà. Même si je suppose qu'il y en a qui sont pas très TNA, il y en a qui est plus WWE que TNA ou que autre chose. Jeff Hardy rendra-t-il justice? Donc est-ce qu'il doit donner justice à Anderson? Parce que oui, Mr. Anderson, Jeff Hardy, AJ Styles et Rob Van Dam. Voilà, sympa. Les images aussi, pas mal. Bonus exclusif. Vous connaissez le duo de commentateurs, Célian et Marc. Et pas Marc Blondin, Marc Chavet, hein, avec Célian Vareni, toujours. Au niveau de 3 heures, la durée de 3 heures. Français également. Et dans le bonus, je me rappelle qu'il y avait, pareil, la publicité pour Planet Catch, le petit clip de Lockdown 2010, et aussi également, si je me rappelle bien, un match bonus dans celui-là. Oui, le match bonus de Sacrifice 2009, où il y avait Sting contre Kurt Angle, contre Jeff Jarrett, voilà, et Mick Foley. Donc un match à 4 où l'un des, on va dire, 4 participants doivent sacrifier. Par exemple, la carrière de Sting était en jeu. La réputation de Kurt Angle dans la Main Event Mafia était en jeu. Pareil pour Jeff Jarrett, sa réputation en tant que promoteur de la TNA était en jeu. Et Mick Foley, lui, je crois c'était son titre qui était en jeu. Donc sacrifice, mais sauf que vous connaissez à peu près le résultat. Oui, donc il s'est passé de tout. C'était du à toi, à moi. On se fait équipe, on se trahit. Bref, ça c'était du Angle Sting qui s'allient puis se trahissent. Et après, ça partait dans la cohésion générale. Et ça se battait même dans l'arène. Que ce soit près de la table des commentateurs, près de l'entrée, dans le public, autour du ring. Bref, ça faisait le tour de déshonneur. Jusqu'à ce que, lorsque Mick Foley allume Sting, il se rejoint à la table des commentateurs en train de parler. Là, il a oublié le processus du match, qui devait gagner. Et que c'est là où Kurt Angle le surprend. Il passe, on va dire, en faisant un genre de flip pour atterrir sur Mick Foley, qui l'attaque. Mais que Foley se défend plutôt pas très mal. Car il se fait même Jeff Jarrett et Sting en même temps. Et en même temps, quand les 4 sont sous le ring, je me rappelle que Mick Foley a sorti 2 Monsieur Soko, un dans la bouche de Jeff Jarrett, un dans la bouche de Sting, et il pensait avoir la victoire, mais sauf que Kurt Angle vient casser la soumission en ankle lock, vraiment ankle lock, mais que Mick Foley a la lucidité de retourner la prise, jusqu'à ce que Jeff Jarrett, lui aussi, se prend un ankle lock. Pareil pour Sting. Donc ça fait un double ankle lock. Même s'il y a pas mal d'embûches. Hein. Par exemple, des coups bas, des coups de chaise en pleine tête, des coups de guitare aussi.
Après, ben, Sting, si je me rappelle bien, il s'occupe du cas de Foley en l'attaquant jusqu'à ce que Jarrett se retrouve nez à nez avec Kurt Angle. Et il avait placé une chaise au centre du ring jusqu'à ce qu'il fait le stroke de la deuxième corde. Et Sting, en opportuniste qu'il est, eh ben, il est parti s'allonger pour faire le tomber sur ben, son soi-disant allié de la Main Event Mafia. Donc maintenant, j'ai un peu compris à quoi voulait dire le sacrifice ultime du match. C'est que si Sting aurait fait le tomber sur Kurt Angle, eh ben, il devenait le nouveau parrain de la Main Event Mafia. S'il aurait, on va dire, fait le tomber sur Jeff Jarrett, eh ben, ce serait lui le nouveau propriétaire, promoteur de la TNA. Et s'il aurait fait sur Mick Foley, ben, ce serait lui le nouveau champion. Donc j'ai un peu compris le concept. Et par exemple, si jamais il perdait Sting, eh ben, sa carrière serait terminée. Donc s'il aurait perdu, ce serait bye bye Sting. Mais heureusement, ça n'est pas fait. Donc, vu comment ce match il est présent dans Sacrifice 2009, je le mettrai le match et la note globale en description. Vous pouvez le voir. Et peut-être que je mettrai un match bonus où il est marqué Sacrifice 2009, comme ça vous comprenez bien. Dans un Sacrifice 2010, au moins vous m'aurez compris. Et on passe directement au show, juste là, au show. Donc, le premier match qui a eu lieu, c'est les Motor City Machine Guns contre la Team 3D contre Beer Money Inc. Et c'était justement pour être le challenger numéro 1 pour les titres par équipe. Donc il est marqué, même si il est marqué match triple menace par équipe ou danse à 3. Eh ben, on a en face là 3 bonnes équipes bien over et qui font, on va dire, toute la magie de la division par équipe de la TNA, même si en équipe c'est pas non plus fameux et pas non plus très soudé, mais là c'est du soudage pur et dur. Et qu'ils nous sortent, on va dire que des classiques en par équipe, que ce soit la bière, argent ou tout, ou les mitraillettes de Détroit et l'équipe 3D, quoi. Vous aurez au moins compris ce que je voulais dire, et que peut-être que vous attendez peut-être une victoire de la Team 3D ou de Beer Money Inc., ou même Motor City Machine Guns. Peut-être que vous attendez que ce soit une victoire, l'une des équipes préférées de l'époque. Je sais pas si c'était un de vos équipes préférées, ou alors pas du tout. Peut-être que vous regardez le catch à cette époque et vous vous êtes dit, ok, ils sont pas mal, mais bof. Alors qu'en Planète Catch, c'était, on va dire, assez énorme. Surtout moi, qui regardais dans les magazines. Donc je trouvais ça tout simplement énorme, comme dirait Céline Varini. Et que j'ai pas mal apprécié tous les photos qu'ils ont fait sur la plupart des spots. Dommage qu'il n'y avait pas les commentaires français à la télévision, parce que oui, j'avais pas le câble pour regarder la chaîne, que ce soit TF6, M6, ma chaîne sport, SFR Sport. Après, d'autres trucs, vous avez au moins compris, mais que j'ai pas eu la chance du tout. Mais en tout cas, vu en regardant les DVD, ça y est, on se dit, c'est pas mal, c'est énorme. Et que c'est la mitraillette de Détroit qui fait le fil à couper le beurre sur, je crois c'est sur Gemstone, et qui remporte la victoire. Donc c'est victoire de Motor City Machine Guns, c'est eux les nouveaux prétendants au titre. Et ce match-là, ça a parti sur les chapeaux de roue. Je le mets à 3,40 directement. Je le mets à 3,40. Et après, le match suivant, Rob Terry contre Orlando Jordan pour le titre Global TV Légende de la TNA. Même si on sait que c'est le titre global. Orlando Jordan, lui, qu'il avait fait son retour... il avait fait son retour dans le monde du catch début à la TNA le 4 janvier. On ne savait pas ce qu'il faisait entre-temps. Mais là, il a décidé de combattre. Et je crois que c'est sa seule et dernière apparition en pay-per-view. Mince, j'ai regardé tous les TNA de l'année 2010. Je me rappelle pas qu'il a fait
pas mal de matchs à la tienne, et quand même. À part du côté de l'épisode d'Impact, hein. À part du côté d'Impact, mais sinon, j'ai pas la moindre souvenir qu'il a fait d'autres matchs marquants à la tienne. De toute façon, ces matchs, c'est pas, on va dire, du très mémorable. Même si, voilà quoi, il est un peu passable, mais faut pas dire que c'est excellent. Et que je me rappelle qu'il mettait à mal Rob Terry, alors que Rob Terry, c'est un beau bébé, hein, c'est un beau musclor, c'est un Popeye le marin. Non, non c'est pas, on va dire ça, mais on va dire il se défend plutôt bien. Et que malgré que Orlando Jordan passe, on va dire, toute la moitié de l'heure du ring à matraquer, à torturer Rob Terry, ce dernier arrive tout de même à prendre le dessus. De n'importe quelle manière, c'est lui qui prendra le dessus. Et je me rappelle qu'il bat justement Orlando Jordan. Avec sa prise finish, je crois que c'est un genre de Tiger Driver ou un Tiger Bomb. Ouais, peut-être, c'est l'un des deux ça. Mais qui bat Orlando Jordan. Et que Orlando Jordan, en mauvais perdant, il attaque par derrière. Et qu'après, il veut affaiblir la zone partie endolorie de Rob Terry. C'est le genou de Rob Terry. Donc il veut l'affaiblir. Peut-être pour avoir une chance au titre, même si je pense qu'il n'aura pas d'autre chance au titre. Parce que si je crois bien, après ça, c'est la dernière fois qu'on voit Orlando Jordan. Parce que je peux vous le dire, hein, moi je ne me rappelle pas de l'avoir vu dans d'autres pay-per-view de la tienne, et ce Orlando Jordan. Mais bon, ce match-là, 3,20. Voilà, il était pas mal, mais il faut pas non plus trop en abuser. Je mets 3,20 quand même. Ensuite, un match qui figure dans Best of 2010 de la TNA. Oui. Douglas Williams contre Frankie Kazarian, ou simplement Kaz. Et que le champion en titre, c'était Kazarian. Même si je me rappelle que Douglas Williams, lui qui avait été un temps champion, a été bloqué chez lui en Angleterre, ou au Royaume-Uni, peu importe. Eh ben, il était bloqué. Et du coup, vu comment il avait un show prévu, il pouvait pas y venir, il pouvait pas tout simplement se pointer. Ben, la fédération, la TNA, a décidé de lui retirer le titre. Et si je crois bien, là, d'un lockdown ou... Ah, je ne sais plus, mais je sais bien que Kazarian remporte le match et il devient champion de la X-Division. Et après, maintenant, il va avoir des comptes à rendre dans ce match. Vu comment Douglas Williams lui disait, écoute, certes, tu as peut-être gagné un match pour mon titre, mais sache que mon titre, c'est mon titre, il ne t'appartient pas. Donc en gros, ça a créé des disputes, des dissensions, et que Kazarian, lui, il veut prouver que c'est un champion bienveillant et combatif, malgré sa ressemblance à Antonio Banderas. Et oui, j'ai même la ref aussi sur Antonio Banderas, que Kazarian lui ressemble énormément beaucoup. Même quand il a les cheveux coupés ou rasés, ou même la boule à zéro, c'est sûr que il ressemble quand même à Antonio Banderas malgré tout. Tandis que Douglas Williams, un Anglais par excellence, même si il préfère catcher avec grâce, tout en préférant pas prendre énormément de risques, même s'il fait partie de la division X, il veut pas, on va dire, prendre des gros risques en allant sur la troisième corde, en faisant que des acrobaties. Lui, c'est pas un acrobate, lui, c'est pas, on va dire, un grand voltigeur, lui, c'est plus du catch à l'ancienne. On catch sur place et pas dans les cordes. Comme quoi, chacun ses méthodes. Hein. Tandis que Kazarian, lui, c'est tout le contraire. Lui, c'est de la technique, mais aussi de l'agilité dans les cordes et tout ce qui est type de divertissement. Et qu'il s'était pas mal défendu, Kazarian, mais que Douglas vient à chaque fois le tenir tête
et qu'il n'arrive pas à en finir avec Douglas Williams, Kazarian, vraiment. Et après, à la fin, si je me rappelle bien, après un long moment, il fait un genre de roulade pour porter en German suplex Douglas Williams. Ou si je crois bien, attendez, il appelle ça... Attendez, qu'est-ce qu'il appelle? Je sais bien que Céline Varini le raconte dans ce DVD, je crois qu'il disait théorie du chaos. Ouais. Ah ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est théorie du chaos. Donc il appelle ça son double roulade à German Suplex, la théorie du chaos. Et il remporte le match. Et c'est maintenant lui qui récupère le titre qu'il a été, on va dire, pas qu'il avait perdu, mais qu'il a dû rendre à cause des raisons, parce qu'il ne pouvait pas se déplacer, parce que les frontières au Royaume-Uni étaient bloquées. Et du coup, voilà quoi. Donc il récupère son titre. Ce match est en description. Et maintenant, match deck knockout. Titre contre carrière. Oui, titre contre carrière. Donc la championne, c'était Madison Rayne. Et Tara, la challengeuse, elle mettait sa carrière en jeu. Elle met sa carrière en jeu. Tandis que Madison Rayne, ben elle, c'est le titre, logique. Mais qu'elle était accompagnée par les Beautiful People. Mais que les Beautiful People étaient obligés d'y aller au vestiaire pour éviter de gêner le match. Il n'y avait pas Angelina Love, vu comment elle s'était fait trahir par les Beautiful People. Et à la place de ça, on recrute Lacey Von Erich. Oui, une des filles de la fratrie Von Erich. Je ne sais plus lequel, mais je sais bien qu'elle fait partie l'une des fratries Von Erich. Et que ben, ça se règle entre les deux femmes, entre la vétérante et, on va dire, une personne magnifique. Vu comment un Beautiful People, ça veut dire ben, les gens magnifiques. Ou ils auraient pu s'appeler l'équipe The Beautiful Girls. Ça aurait été plus simple. Je décède. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je décède pas du tout. Et que dans ce match-là, elles nous ont quand même tout donné. Surtout Tara, vu comment elle savait qu'elle risquerait pour sa carrière. Elle faisait des prises, des moonsaults, que ce soit sur place ou sous la troisième corde. Le deuxième moonsault ne va pas passer jusqu'à ce que Madison Rayne fait sa prise finish, où elle prend la nuque de son adversaire et qu'elle l'explose, si je crois bien. Même si je me rappelle qu'il y avait un Willow Speak qui partait presque au niveau de la fin, mais sauf que Madison Rayne s'en dégage. Mais là, je passe plutôt à la fin où elle fait sa prise finish, Madison Rayne. Et du coup, ben, elle arrive à battre Tara. Donc, vous avez au moins compris, la carrière de Tara est terminée et qu'elle doit raccrocher les bottes. Pourtant, vous savez, vous à moi, vu comment j'ai commenté la... Commenté, non, j'ai rien commenté du tout. Vu comment vous savez bien que j'ai fait des reviews sur la plupart des DVD de TNA, vous savez bien qu'elle reviendra. Oui, elle reviendra dans chaque événement de la TNA. Donc, on nous dit que c'est un de ses derniers matchs, que sa carrière est en jeu. Ça y est, elle va prendre sa retraite. Non, non, non. Elle va pas prendre sa retraite, justement. Donc, elle prend Poison, donc sa tarentule. Et elle part sur les acclamations du public. Et ça se termine pour elle ainsi. Ce match-là, je vais être un peu gentil. Je vais lui mettre un 3,5. Voilà, pour être gentil, tout simplement. Et maintenant, The Band versus Ink Inc. Donc, tatouage et tout. Donc, la bande, c'était équipe composée de Kevin Nash et de Scott Hall. Il n'y avait pas Six-Pack. Il n'y avait pas Six-Pack. Je ne sais pas s'il était viré ou alors il avait décidé de plus renouveler son contrat d'apparition avec la TNA. Sean Waltman. Je ne sais pas, mais en tout cas, il a été remplacé par Eric Young. Justement, il avait été justement trahi par The Band. C'est ça ce que je comprends pas. Il s'est fait trahir par Kevin Nash et en même pas 2 mois, et bien il rejoint The Band. C'est une blague. Je
Je ne comprends pas la logique. Maintenant, je comprends pourquoi la TNA en 2010, je comprends pourquoi ils ont un peu perdu la bataille de guerre de fédération entre la WWE et la TNA. Maintenant, je comprends pourquoi. Parce que quand tu fais une storyline avec des vieux briscards que sont Kevin Nash, Scott Hall, même un peu Six-Pack, même si Six-Pack, on dirait qu'il est un peu jeune par rapport aux deux grands gaillards, ou avec Hulk Hogan, Eric Bischoff et compagnie, je comprends pourquoi ils n'ont pas réussi à évoluer le concept du catch et aussi d'être une fédération sérieuse par rapport à la WWE. Même si, encore une fois, la TNA, c'est un peu, on va dire, une fédération secondaire, mais qui a un côté pour adultes, mais aussi pour enfants. Tandis que la WWE, ben, c'était dans l'univers PG, mais il y avait un côté aussi pour adultes, hein, vu comment on voyait le concept, on voyait qu'il y avait les débuts de la Nexus qui foutaient le bordel, qui créait une guerre ouverte face à John Cena. Donc, je comprends pourquoi la WWE a remporté haut la main la guerre des audiences entre Raw et Impact, ou encore de fédération entre TNA et WWE, vous avez au moins compris. De toute façon, quand ils font, on va dire, une telle porcherie, en plus, c'est pas la faute de cette fédération, c'est pas la faute de la fédération qui font, on va dire, les choses mal, c'est ceux qui dirigent la fédération qui font les choses pas correctes. Donc, j'essaie d'aller au-delà des choses, parce que, certes, je défends un peu les catcheurs, je défends un peu le processus créatif de la TNA, comme je peux défendre les catcheurs et les processus créatifs de la WWE. Pas toujours, d'ailleurs, mais il faut se donner une raison. Ouais, il faut se donner une raison. C'est peut-être pour ça que la guerre a fini à coup d'épée dans l'eau. Même si je me rappelle que Inc. a dû rejoindre les vestiaires de la Team 3D pour justement avoir des conseils et aussi pour anéantir The Band. Donc ils étaient sûrs de eux. Faut dire, on a l'impression que c'est deux jeunes qui pensent, on va dire, mettre à mal l'équipe de vieux briscards dépassés, qui croient qu'ils sont les patrons alors qu'en vérité ils sont là pour chercher la merde. Et quand je parle de petits jeunes, je parle de Jesse Neal et Shannon Moore. Pourtant, lui, je crois qu'il va rien réussir à rien à la TNA. Peut-être qu'il a déjà remporté le titre, mais sinon, je pense pas qu'il aura fait quelque chose d'intéressant. Voilà pourquoi par rapport, il était un peu, on va dire, pas très mis en avant, de manière ironiquement. De toute façon, faut pas s'attendre à grand-chose avec Shannon Moore. Hein. C'est pas comme si, du jour au lendemain, il va devenir la top star du catch. Un peu comme Jesse Neal. Certes, Jesse Neal, c'est un peu l'élève des Dudley Boys, mais la mayonnaise va pas prendre avec lui. Vu comment, si je crois bien, il va pas durer éternellement dans le catch. De toute façon, ça leur a donné raison. Hein. Donc, c'était très disputé entre The Band et Inc. Jusqu'à ce qu'ils mettent KO l'arbitre et que ça partait déjà en bordel général. On tisait les objets et on se tapait dessus. Oui, on se tapait dessus. Jusqu'à ce que il y a Bubba Ray qui arrive avec un kendo et qui va, on va dire, protéger son soi-disant nouveau protégé. Mais en vérité, Bubba Ray, il donne un coup de kendo à la tête de Jesse Neal et qui demande à Kevin Nash, je crois, faire le tomber. Et du coup, il effectue le tombé et du coup, c'est victoire de The Band. Donc Scott Hall et Kevin Nash. D'ailleurs, Scott Hall est étonnant, mais il est toujours pas en très bonne forme. Hein. Ça se voit que il n'a pas, on va dire, un bon condition physique. Hein. Vu comment on voit qu'il a pris du bide. Et des substances, c'est fort évident, ou même de l'alcool. Vu comment il est souvent bourré, il est souvent drogué des fois. Donc oui, une trahison en direct. Trahir son élève pour
pour prouver à quel point c'est lui qui est au-dessus de lui et que tu n'as pas, on va dire, des trucs pour me effrayer car je suis complètement influent comparé à toi. Donc je pense que Barré, enfin Bully Ray, maintenant je pense qu'on devrait l'appeler Bully Ray, même si on devrait l'appeler Brother Ray, dit les mots à Jesse Neal. Et que c'est la fin pour eux. Tout ce qu'ils ont à faire, se faire tatouer, se faire mettre des piercings à la lèvre ou alors faire un prince Albert sous le menton. Bref, des trucs que je ne suis pas fan. Voilà. Donc ce match-là, allez, 3,5 également. Je mets 3,5. Et ensuite un match assez atypique. Vraiment assez atypique. Donc un match, ce soit Jesse ou alors la bague d'Abyss. Donc la bague du Hall of Fame, qu'apparemment il y aurait la puissance magique. Il faut dire que Abyss, en tel fou qu'il est, il croit au conte de fées. Un truc que nous, on a du mal un peu à croire. Mais Chelsea, elle était un peu inquiète. Parce que si jamais Desmond Wolf perdait le match contre Abyss, eh tout simplement, Abyss partirait avec la fille, plus la bague. Et si ça aurait été l'inverse, c'est sûr, Desmond Wolf partirait avec la fille et la bague. Vu comment Desmond Wolf promet à Chelsea de la protéger, qui gagnerait le match. Ça n'a pas tenu toutes ses promesses. Personnellement, ça n'a pas tenu toutes ses promesses. Et au final, si je crois bien, il perd le match, Desmond Wolf. Et après, je me rappelle, c'était très serré, ça se battait, ça se battait, ça se battait. Desmond Wolf sauve pour sauver son honneur. Il le met à mal Abyss. Sauf qu'Abyss, il répond toujours. Il n'est pas encore enterré, parce qu'il ne faut pas l'enterrer si facilement. Et que, voilà, il veut prouver que celui qui est au-dessus de Desmond, c'est le monstre Abyss. Car il fait le Black Slam et il bat Desmond Wolf. Donc, il conserve sa bague, mais si je crois bien, il part avec la fille. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire. Malheureusement, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je mets un 3,40 également. C'était pas si mauvais que ça. Il y avait la technicité et la brutalité dans ce match. La technicité de Desmond Wolf, la brutalité de Abyss, avec sa folie, et sa logique des deux compétiteurs. Mais bon, voilà, j'ai déjà tout dit. Maintenant, oui, là, ici, Jeff Hardy contre Mr. Anderson. Là où il n'y a pas d'enjeu. Vu comment les deux, ils ont un petit différent, mais un petit différent de court passage, vu comment Kurt Angle n'est, on va dire, pas apparu dans le show parce que, voilà, il avait décidé de prendre du repos et de reposer son corps à cause des chocs répétés, des prises assez violentes qu'il avait eu avec Mr. Anderson lors d'un lockdown, même si je me rappelle une part d'une promo où Mr. Anderson disait à Kurt en disant t'es même pas un héros américain, t'es même pas un médaillé d'or olympique, t'es surtout pas un vrai catcheur, voilà, etc. Mais après, il en a tiré d'une traite avec Mr. Anderson, et maintenant, Mr. Anderson veut se faire un nouveau victime potentiel à la personne de Jeff Hardy. Vu comment ils se sont affrontés pas mal de reprises à la WWE, ils remettent ça à la TNA, où ils vont même créer des séries de matchs. Je me rappelle qu'il y avait des séries de matchs. Et que Jeff Hardy, il prouvait à quel point il peut être divertissant et aussi qu'il est encore là. Et qu'il peut gagner surtout. Surtout, il peut gagner. Malgré que Anderson est résistant. Malgré qu'il fait un peu du chichi. Je le reconnais, il fait un peu de chichi. Et que tout simplement, il y aura, on va dire, que des bons spots dans le match. Et que des retournements de situation. Tout le monde pensait que ce serait Anderson qui battrait Jeff Hardy. Ouais, vu comment ça nous teasait la fin d'Hardy. Il va perdre le match une nouvelle fois. Voilà. Comment, pourquoi?
Donnez-nous des explications. Même s'ils vont pas le faire. Et si je crois bien, lorsqu'il voulait tenter son mic check, Mr. Anderson, il se fait, on va dire, contrer le mic check. Et c'est là où Jeff Hardy fait le Twist of Fate, Sweat on Bomb pour la victoire. Donc Jeff Hardy remporte le match. Tout simplement, il remporte le match. Voilà, sans plus ni rien, il remporte le match. Et maintenant, ben, plus que 2, c'est terminé. Sting contre Jeff Jarrett. Tout d'abord, ben, on pensait que ce serait un match où ça va commencer directement au ring. Sauf que la musique de Jeff Jarrett retentit. Il retentit. Mais après, ce qui va se passer, la caméra retourne en coulisses. Et là, on apprend que Jeff Jarrett, ben, il se bat déjà avec Sting et qu'il était déjà en sang. Donc Sting, il a fait de gros dégâts à la tête de Jeff Jarrett. Donc il l'attaque, même avec un coup de batte de baseball. Donc il est devenu sans pitié, il est devenu ben, l'un des ordures, Sting. Et quand je parle d'ordure, c'est pas comme si c'était l'homme le plus pourri au monde. Vu comment, on va dire, encore hier il était gentil et maintenant il est méchant, même si on sait que il n'y a pas de hier à aujourd'hui. Voilà, c'est un peu la logique que je me dis. Donc il attaque, il attaque. Ça laisse même pas le temps à Jeff Jarrett de reprendre l'avantage. Et que Jarrett, ben, il se fait tout de suite calmer. Et c'est là où Sting, il déboîte l'épaule de Jeff Jarrett. Et après, quand ils arrivent sur le ring, ben, Sting décide d'en finir, même si j'avais oublié de préciser que Jeff Jarrett, avant que le match débute, ben, il était déjà en sang, lorsqu'il s'est fait attaquer dans les vestiaires. Donc Scorpion Death Drop, le reverse DDT pour la victoire. Et c'est là où Jeff Jarrett, ben, il part en civière parce que son bras était déboîté. Et Sting prend un malsain de pousser Jarrett de la civière pour provoquer l'arrivée de Hulk Hogan. Donc Hulk Hogan arrive, il veut protéger Jeff Jarrett malgré le différend de celui-ci. Donc oui, Sting est devenu un méchant, un salaud, un qui n'a plus d'honneur. Même si on sait que le gentil Sting n'est pas loin, ou alors l'icône barrée en Joker. Et ça se termine là-dessus. Match quand même court. Après un petit passage de destruction. Il est très serré quand même. Il est vraiment très serré. Par contre, j'avais oublié entre Jeff Hardy et Mr. Anderson. Je sais pas si j'ai déjà noté, mais je mettrai 3,60 pour celui-là. Et celui-ci, ben, elle est à 3,40 malgré tout. Même si c'était un peu court. Et qu'on assiste à des heel turn ben, officialisés ben, en termes de la carrière de Sting. Même si c'est pas la première fois qu'il fait un heel turn, notre cher Stinger. Ce sera pas la première ni la dernière fois. Mais ça aussi, je crois que c'était une mauvaise idée. Je crois que c'était une mauvaise idée de le faire tourner heel. Même à l'époque de la Main Event Mafia. Hein. Même à l'époque de la Main Event Mafia. Ou des turns qu'il a peut-être fait, mais qu'on s'en rappelle pas du tout. Mais bon, vous avez compris. Et maintenant, match pour le championnat du monde poids lourd de la TNA. Rob Van Dam, RVD, versus The Phenomenal One, AJ Styles, accompagné par le Nature Boy Ric Flair. Donc c'est pour le titre. Même si on sait, je vais un peu aller sur la story de ce qui s'est passé. Tout d'abord, il faut savoir, c'est que AJ Styles et Rob Van Dam, ils se sont affrontés lors d'un épisode d'Impact. Oui, ils se sont affrontés lors d'un épisode d'Impact où AJ met son titre en jeu et qui perd face à Rob Van Dam. Donc c'est là où Rob Van Dam est devenu champion, avec les puits des confettis en papier carré. Donc il célèbre sa victoire et il se fait aussi, entre autres, appeler Mr. TNA. Vu comment on sait que c'est Mr. Monday Night, Mr. Pay-Per-View et Mr. TNA maintenant. Ou encore The All FN Show, même si on peut dire ça en version complète, The All Fucking Show. Tout simplement.
Tandis que AJ, lui, c'est le protégé de Ric Flair. Et que il tient à voir tous les conseils de son maître. Le match, au début, ça commençait tranquillement. Voilà, on se presse pas. On fait, on va dire, ce qu'on peut pour aller un peu à fond, malgré le rythme un peu baissant. Je m'en rappelle, à chaque fois, il y avait des Rob, Van, Dam de la part du public. Même quand AJ l'attaquait, ben, il arrivait à le surprendre par surprise, à chaque fois. Je me rappelle que lorsqu'ils étaient à l'extérieur du ring, l'arbitre Earl Hebner et Ric Flair, ben, on a l'impression qu'ils vont se battre. Donc, Ric Flair pousse Earl Hebner pousse violemment Ric Flair. Et du coup, ben, Ric Flair, ça le met en rôle, il enlève sa veste de costume et il veut se battre. Allez, viens, je t'attends. Viens, je t'attends. Ah, putain. Mais c'est tellement drôle à force de voir Ric Flair essayer de se battre avec un arbitre le plus controversé en plus. Et en plus, quand AJ Styles voulait un peu donner des ordres à Earl Hebner en disant déjà, tu me pointes pas du doigt, espèce de. Voilà. Espèce de demeuré. Tu me pointes pas du doigt sur mon t-shirt. Voilà, tu frappes pas l'arbitre, c'est moi le patron du match. C'est moi qui dicte les règles en plein match. Ah, c'était pas mal. Et du coup, malgré qu'il soit en rogne et furieux, chaud comme la braise, Ric Flair, on pensait qu'il allait partir, mais il a décidé de s'installer dans la table des commentateurs. Pardonnez-moi. Donc, il suivait le match, il commence à s'exciter sous sa petite téléviseur et sa petite table, aux côtés de Mike Tenay et Taz, si je crois bien, vu comment il est marqué pour les commentateurs américains. Ouais, Taz et Mike Tenay. Pourtant, je vous les présente pas toujours, hein. Mike Tenay et Taz. Faut dire que je les présente quasiment jamais. Car je commande plus les Céline Marini, Marc Chavet, Thomas Desson, Grégory 10 et compagnie. Et que là, ben, il s'installe tranquille, pépère, même s'il est toujours énervé, il est toujours surexcité. Après, ben là, ça devient du sérieux, ça va à 1000 à l'heure. Il y avait beaucoup de tombées de 2,99 ou 2,90. Donc à chaque fois, ça, c'était du kit ou double. Ou encore, c'était bien juste. Et que là, ça y est, on se dit, AJ Styles, il va peut-être en finir pour de bon avec Rob Van Dam. C'est ce qu'on pensait. Il va peut-être en finir avec lui, mais non, 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 non. Faut pas avoir mis KO Rob Van Dam sans avoir le titre. Après, si je me rappelle bien, qu'est-ce qu'il y a eu en plein match Ah non, en fait, il y avait quasiment rien, en fait. À part que AJ Styles n'arrêtait pas de se disputer avec l'arbitre. Mais sinon, rien de spécial, si ce n'est qu'il s'acharne sur Van Damme pour essayer de capturer le titre qu'il a perdu lors d'un épisode d'Impact. Pour retrouver son honneur envers son idole, envers son mentor. Parce que oui, Ric Flair est le mentor de AJ Styles. Et pas menteur. Voilà, ça veut rien dire. Si t'es un menteur, ça veut dire que tu racontes de la merde. Mais si t'es un mentor, ça veut dire que t'es son maître, t'es son disciple. Voilà. Vous avez au moins compris le principe. Et que ça partait, on va dire, au niveau de la troisième corde jusqu'à ce que Rob Van Dam pousse AJ Styles. Et là, on passe au finish. 5-star frog splash. Et là, il suffit qu'il fait le tomber. Et c'est victoire de Rob Van Dam. Donc, il conserve son titre. Et la vengeance d'AJ Styles aura été vaine. Malgré sa clause de concurrence pour récupérer le titre. Mais il a échoué. Donc, c'était sa première et dernière tentative. Même si on sait bien que le titre, il va l'obtenir dans pas très longtemps. Enfin, si, un peu quand même. En 2013-2014. Donc, il devra attendre. Et que ce match-là, 3,70. Voilà. J'ai bien apprécié 3,70 direct. Et que moi, je m'arrête ici sur Sacrifice 2010. En soi, c'est pas un mauvais pay-per-view. Il y en a qui pourraient apprécier ce show. Ou alors pas du tout, ceux qui ne sont pas fans de la TNA. Et qui sont 100% made in WWE. Alors que moi, je vous les conseille malgré tout.
malgré tout, voilà, peu importe. Alors que c'est quand même un très bon show. Et que pour les matchs, les bonus, les segments promo et l'ensemble, parce qu'il y a eu pas mal de promos et l'ensemble, 4,20. Ouais, 4,20, je le mets ça. Et avant qu'on se quitte, parce que c'était pas prévu, mais j'ai eu un petit CD, oui, sur l'année 2018 de la WWE. Donc pour ça, je vais vous montrer directement de quoi je veux parler. Et enfin, c'est un DVD rare qui est 100% français et pas français-québécois. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un de DVD également. WrestleMania 34 en 2018. Un show qu'on peut qualifier de un peu divertissant, mais qui n'est pas, on va dire, l'un des meilleurs WrestleMania ever. Je les ai juste achetés pour la version française où il y a écrit Philippe Chiro et Christophe Ajus. Même si peut-être je pourrais avoir le 35 avec Raymond Rougeau et... Si je crois bien, attendez. Si je me trompe pas, j'avais dit Georges Brassard, mais en fait, je me suis un petit peu trompé. J'ai cru que c'était Georges Brassard, mais en vérité, c'est Jean Brassard. Donc pour ça, je m'en excuse pour avoir un peu dit le contraire à un cinéphile. Mais bon, moi je croyais que c'était Georges Brassard, moi. Et pas Georges Brassens. Non. Moi je croyais que c'était Georges Brassard, mais non, c'est Jean Brassard. Donc comme quoi, dans les moments comme ça, ben, on fait des belles boulettes. Mais bon, voilà, je vous ai montré ça. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous a vraiment bien plu. Et si cette vidéo de review vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour voir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye.